Donc, pour ma part, moi, ce que je vais essayer de voir, c'est un petit peu quels seraient les réglages idéaux pour faire de la ventilation non invasive. La première question de réglage, c'est déjà le mode. Quel mode ventilatoire? Donc, les modes ventilatoires proposés auront quelques objectifs, j'allais dire, communs. C'est un peu le cahier de charge du mode idéal, on va dire. Donc, le premier objectif, c'est d'assurer une assistance des efforts inspiratoires du patient, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est de traiter de la détresse respiratoire, de fournir un support ventilatoire. Qui dit ventilation dit faire une insufflation cyclique, hein, et d'aider les efforts inspiratoires du patient. Le deuxième objectif fait partie des objectifs globaux de la ventilation mécanique, c'est de maintenir le poumon ouvert. Et donc, en fin de compte, notre mode devra déjà réaliser ces deux objectifs. C'est avoir une PEP qui ait une pression, on va dire, statique sur laquelle vont se greffer des efforts ou des cycles en pression positive intermittents, on va dire. Un petit peu ça, c'est juste pour visuellement essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe en ventilation spontanée. On voit qu'en ventilation spontanée, l'écrasante majorité du cycle, elle est en pression négative, donc la moyenne de la pression intrathoracique en spontanée, elle est négative. Lorsqu'on offre une PEP sur laquelle le patient continue de ventiler en spontané, on se rend compte tout de suite que la moyenne sur le cycle est un peu plus positive. Et d'ailleurs, on ne parle plus de PEP à ce moment-là, on parle d'une CPAP, c'est-à-dire c'est une pression positive en conjonction avec des efforts spontanés. Et l'idéal, et c'est un petit peu mon propos du jour, c'est de fournir quel serait le mode idéal qui offrirait aussi bien une PEP que des efforts ou plutôt des insufflations cycliques en pression positive. Et là, on voit qu'il n'y a quasiment aucun passage en pression négative, et donc tout le cycle est en pression positive. Et là, on est dans le fameux concept d'ouvrir le poumon et de le maintenir ouvert, le open lung concept, qui est l'un des objectifs. Par contre, pour les contraintes, quelles sont les contraintes quand on fait de la ventilation non invasive sur un patient? C'est que le patient est réveillé. C'est l'exact opposé de ce qui se passe au bloc opératoire sur un patient qui est totalement aplati sur le plan de son drive respiratoire. Et là, l'activité respiratoire est présente, il faudra en tenir compte, il faudra l'assister, il nous faudra essayer de ne pas créer des conflits entre les cycles de la machine et les cycles du patient. C'est les fameuses asynchronies qu'on appelle communément le patient désadapté, on va dire. Et pour cela, le mode devrait se rapprocher de la physiologie au maximum. On va essayer de voir ça. Je suis en train un petit peu d'étaler le cahier de charge de mon mode idéal. Les fuites sont très fréquentes à cause des interfaces qui ne sont pas une intubation ou une trachéotomie. Donc, c'est le point commun. Quelles que soient les interfaces, on a quasiment toujours des fuites importantes ou modérées ou pas, mais c'est quasiment impossible de ventiler sans fuite. Et là, le mode devra aussi bien compenser ces fuites-là pour justement atteindre les objectifs de positivation des voies aériennes que les tolérer. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, sur les modes volumétriques qui n'aiment absolument pas les fuites et qui vont vous déclencher des alarmes. Et ça c'est dangereux de créer des alarmes auxquelles on peut s'habituer. Alors, sur le plan de se rapprocher de la physiologie, quel est le mode qui se rapproche le plus de la physiologie? C'est directement, je vous vends la mèche, c'est les modes en pression. Pourquoi? Parce que si on voit par exemple sur la qualité ou le débit d'insufflation, on voit que les modes en volume ont pour la plupart des débits d'insufflation constants, ce qui n'est absolument pas physiologique, alors que l'inspiration que vous faites là tout de suite, elle est décélérante, c'est-à-dire qu'on inspire au maximum, le maximum d'air est inspiré au début de l'inspiration, et que plus on avance dans l'inspiration, moins on inspire justement. Donc les débits décélérants que vous voyez sur les modes en pression sont quand même beaucoup plus physiologiques. Autre différence majeure, c'est qu'il n'y a pas sur les modes en pression, c'est physiologique de ne pas avoir de temps mort entre l'inspiration et l'expiration. Vous, là, tout de suite, quand vous respirez, vous ne faites pas de blocage, vous n'avez pas un temps de plateau entre l'inspiration et l'expiration. Dès que votre inspiration est finie, vous commencez à expirer. Et troisième petite différence, mais un peu plus subtile, c'est que sur les modes en pression, encore une fois, on atteint directement notre objectif, alors que sur les modes en volume, on a toujours le petit pic de la pression des voies inspiratoires, on va dire, dû essentiellement aux forces résistives qui s'opposent à l'insufflation. Donc, pour résumer, les modes en pression sont des modes beaucoup plus proches de la physiologie, et ça fait partie justement de leurs gros avantages. Le deuxième avantage important, c'est que les modes en pression sont les seuls à tolérer le mode VNI, et le mode VNI sur certaines machines est vraiment dédié à ventiler le patient en pression, à tolérer les fuites et évidemment à les compenser, et évidemment à se rapprocher encore une fois de la physiologie à cause ou grâce plutôt au type d'insufflation, à l'absence de plateau. Il n'y a pas de risque de surpression, ça c'est aussi un avantage. Et évidemment, comme tous les modes en pression, on a une interaction avec la compliance et les résistances. Il n'y a malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, pas de volume courant garanti. Et
Je dis malheureusement parce qu'on peut se retrouver devant un risque d'hypoventilation, mais heureusement aussi, vu que le volume courant n'est pas fixé, le patient peut essayer de, s'il fait un effort soutenu, il peut prendre un peu plus de volume courant à chaque cycle et donc varier. Il y a des temps forts dans le mode que je vous propose, qui est le mode aide inspiratoire ou le mode VNI, ce qui est quasiment la même chose à 2 ou 3 petites différences près, que je vais essayer de voir tout à l'heure. Quels sont ces degrés de liberté que les modes en pression, particulièrement l'aide inspiratoire, offrent au patient? Le premier degré de liberté, c'est qu'il permet au patient de déclencher quand il veut. Donc ça, c'est le contrôle de la fréquence par le patient. Et là, on est quand même beaucoup plus proche de la physiologie. La durée de la pente, c'est la vitesse d'insufflation ou le débit d'insufflation. Et ça, c'est un paramètre que vous allez régler, mais sur lequel le patient peut quand même intervenir en continuant d'inspirer pendant ce temps-là. Donc, c'est un moment mixte où le réglage de l'intervenant, du médecin, va se retrouver, entre guillemets, modifié partiellement par les efforts du patient. Et puis, on a la fin de l'insufflation qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, correspond directement au début de l'expiration, qui est le cyclage, que je détaillerai peut-être tout à l'heure. Et ça, c'est un moment qui est aussi bien un moment de réglage par l'opérateur qu'un moment qui peut être déterminé par les efforts du patient. Je vais peut-être expliciter ça tout à l'heure. Alors, les avantages théoriques de l'aide inspiratoire sont une facilité apparente d'utilisation, et évidemment, tout ce qui est d'apparence facile peut se retrouver dangereusement dangereux pour le patient. L'aide inspiratoire est synchrone avec les efforts du patient. Comme je l'ai dit, le patient peut déclencher quand il veut, il peut inspirer quand il veut, mais aussi expirer quand il veut. Et à cet égard-là, le patient détermine 3 moments ou 3 éléments plutôt très importants du cycle ventilatoire. Le début de l'insufflation, donc il va déterminer la fréquence. La participation à l'insufflation, il faut savoir que quand le patient continue d'inspirer sous l'aide inspiratoire, il offre un poumon plus grand à ce mode en pression, et en donnant un poumon plus grand à l'aide inspiratoire, le volume courant résultant sera plus grand. Donc, quelque part, le patient va déterminer par ses efforts inspiratoires le volume courant. Toutes ces choses-là, ce deuxième argument est totalement infaisable dans les modes à volume pré-réglés. Et la fin de l'insufflation aussi peut être déterminée par les efforts du patient. Dès que le patient va pousser un petit peu contre la machine comprendra qu'il veut expirer. Quand je dis comprendra, c'est l'activation du trigger expiratoire qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour la fréquence respiratoire, le patient déclenche le cycle. Il n'y a pas de réglage de fréquence machine en aide inspiratoire et en mode VNI, sauf option. On peut activer des fréquences minimales sur les machines si on a le code super utilisateur. On peut mettre une fréquence minimale, mais sur la plupart des machines, vous n'aurez pas accès à ce réglage. Mais sachez qu'il est dans la machine quand même, qu'on peut l'activer. Ça, c'était un mot juste sur le trigger. Les triggers qu'il faut utiliser en aide inspiratoire et en mode VNI sont des triggers en débit. Mais sachez que la plupart des machines sous le trigger en débit, parce que le trigger en débit peut être faussement activé par les fuites, sous le trigger en débit, la machine garde en secours un trigger en pression. Et à ce moment-là, sans vous avertir, à ce moment-là, la seule chose qui peut activer et le trigger en débit, c'est-à-dire et le trigger en pression, c'est bien le patient. Donc, les fuites ne peuvent pas induire en erreur ce genre de machine. Donc, la combinaison trigger en débit que vous allez régler et trigger en pression que vous ne voyez même pas, cette combinaison vous met à l'abri des autodéclenchements dus aux fuites. Donc, ça aussi, c'est des arguments importants pour les modes déclenchés par le trigger sur les machines modernes. La valeur du trigger doit être la plus basse possible, évidemment, pour essayer d'éviter les autodéclenchements. Les triggers les plus performants sont des triggers qui, non seulement sont déclenchés rapidement, donc le delta, ce temps-là, delta trigger doit être court, donc c'est la pente descendante. Et là, la remontée de pression pour arriver au niveau 0 ou à la PEP, c'est la qualité de la pressurisation et qui est en fait en relation avec le mode de fonctionnement de la machine. Alors, cette fréquence respiratoire déclenchée par le patient est un critère de surveillance. Donc, les patients qui sont trop rapides, souvent, c'est que le niveau d'aide est insuffisant, avec un volume courant insuffisant, ou une compliance basse, ce qui revient au même, parce qu'à ce moment-là, le volume courant correspondant sera insuffisant, ou bien qui ont une pathologie qui fait que leur drive respiratoire est excessif, ils ont mal, ils sont hypoxiques, etc. Et à contrario, les patients qui ont des alarmes d'apnée, qui sont en fait des alarmes de bradypnée extrême, expriment l'exact contraire. Peut-être que votre niveau d'aide est excessif, ou qu'ils ont un drive respiratoire diminué, par exemple, s'ils ont une queue de sédation, s'ils ont une alcalose métabolique qui bride leur drive respiratoire. Bon, je passe sur ces diapos-là pour ne pas dépasser du temps. Comment règle-t-on, parce que c'est un petit peu mon propos, comment régler le volume courant en aide inspiratoire ou en mode VNI?
il faut ajuster le niveau de l'aide jusqu'à atteindre les fameux 6 à 8 millilitres kilo recommandés par la littérature actuellement. Et petite ficelle, au moment de la transition entre la VAC et l'aide inspiratoire, ce qui est recommandé, c'est de mettre un niveau d'aide inspiratoire égal à la drive-in pressure. Comme ça, le patient ne sentira pas cette transition entre deux modes, du volume à la pression, parce qu'il aura in fine le même volume courant. Le volume courant, quand vous surveillez un patient, sera d'autant plus élevé que le niveau d'aide est élevé, c'est évident, que la compliance thoraco-pulmonaire est élevée, c'est-à-dire que c'est un poumon thoraco-pulmonaire souple, on va dire, ou que le patient fait un effort inspiratoire soutenu. Évidemment, si le volume courant est trop bas et que le patient est tachypnique, c'est la fameuse respiration rapide et superficielle, il faudra penser à augmenter le niveau d'aide. Évidemment, ne pas passer à côté d'une cause qu'il faudra traiter en tant que telle. Quant au débit d'insufflation, il est réglé indirectement par la durée de la pente. Donc, sur le schéma, vous voyez que sur la courbe du haut, quand le débit d'insufflation commence à une certaine valeur, j'arriverai à mon niveau de pression, qui est le niveau d'aide inspiratoire. En fait, dans les machines, c'est pas 100% du niveau d'aide, c'est 90% du niveau d'aide, mais là aussi, la machine ne vous le dirait pas. Donc, vous visez d'arriver à votre niveau d'aide dans un temps, par exemple, de 150 millisecondes. La machine démarrera à ce niveau d'aide-là, tout en haut. Si je dis à la machine de pressuriser plus vite, d'arriver plus vite à mon plateau de pression consigne, elle commencera forcément plus haut en termes de débit d'insufflation. Et ça, c'est comme ça qu'on règle le débit d'insufflation sur ces patients, sur ce mode-là. Il est évident que sur les patients qui ont besoin qui font des gros efforts inspiratoires, vus par un tirage, par exemple, ou par des signes, entre guillemets, de détresse respiratoire sur respirateur, il faudra penser à raccourcir les durées de pente et donc à augmenter le débit d'insufflation. C'est des patients qui ont soif d'air. Il faut cette pressurisation est peut-être altérée ou modifiée par la qualité de la machine. Et là, je passe sur les machines à l'ancienne et on ne fera pas d'aide inspiratoire avec des machines assoufflées. Difficile de le faire avec des machines qui fonctionnent en venturi ou avec des pistons. Donc la plupart des machines actuelles sont soit des machines avec des turbines, soit des machines pneumatiques. Et le fonctionnement est quasiment le même en fait à l'intérieur. Il y a des modes qui permettent d'adapter le débit d'insufflation, mais aussi le niveau d'aide aux patients qui ont besoin de plus d'assistance. Donc, c'est le Proportional Pressure Support Ventilation, qui est en fait une aide inspiratoire qui, lorsque le patient demande plus, non seulement va lui donner plus de débit, mais aussi plus de pression. Et on augmentera à votre insu, on va dire, le niveau d'aide. Et ça, c'est la réaction adaptée. C'est une sorte d'automatisation, on va dire, de ce que vous auriez fait si vous étiez au lit du patient. Mais il vaut mieux être là quand même. Ça, c'est juste un cas spécifique sur les BPCO. Il faudra penser éventuellement, dans certains cas, à baisser le niveau d'aide sur des patients qui vont mal, ce qui peut sembler un petit peu paradoxal, mais qui en fait a comme objectif de réduire l'autopep. Et puis, le dernier point ou le dernier moment important, c'est le moment de l'expiration. Donc, l'insufflation s'arrête. C'est le cyclage. Hein. On laisse expirer le patient. Quand le débit inspiratoire décélérant, qui est décélérant, vous l'aurez vu tout à l'heure, arrive à une certaine valeur que vous allez régler, par exemple 25% du débit initial, le fameux débit avec lequel l'aide inspiratoire a commencé, quand l'insufflation décélérante arrivera par exemple à 25%, et la machine se dira, ok, c'est bon, le patient a pris l'essentiel de son volume courant, il est temps d'arrêter. Mais je reviens un petit peu, mais le patient, en expirant activement contre la machine, va faire automatiquement baisser ce même débit et donc activer l'expiration. Et c'est ce degré de liberté, c'est un degré de liberté très important où le patient, en expirant contre la machine, va automatiquement bloquer l'inspiration. Là aussi, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais dans les modes volumétriques. Quand un patient expire contre une machine qui est en train d'insuffler, c'est automatiquement la guerre. Donc, alors comme sur les modes en pression et l'aide inspiratoire en particulier, quand le patient veut expirer, il expire réellement, la valve va s'ouvrir exactement, très rapidement d'ailleurs, et donc il expirera contre une valve ouverte. Évidemment, s'il y a une alarme de pression, et il faudra mettre des alarmes de pression, même si c'est un mode en pression, parce que le patient, lui, il peut tousser contre la machine et dépasser votre niveau d'aide. Donc, ça peut sembler un petit peu paradoxal de mettre une alarme de pression dans un mode en pression qui n'est pas censé dépasser une certaine valeur, mais ça, c'est le respirateur qui ne va pas le dépasser. Mais le patient, lui, il peut le dépasser, ce seuil d'aide inspiratoire. Donc, il faut des alarmes de pression, même dans les modes en pression contrôlée. Et évidemment, si le temps inspiratoire maximal est dépassé. Et ça, c'est une option que vous n'avez que dans le mode VNI. Vous ne l'avez pas sur le mode aide inspiratoire seul. Donc, si l'inspiration, par exemple, se prolonge trop parce qu'il y a des fuites, la machine, au bout d'un certain temps, réglable, va laisser l'expiration se produire. Sur les anciennes machines, ce moment-là ne vous était pas demandé. C'était après, en général, 4 secondes. La machine laissait 4 secondes de plateau inspiratoire. La machine laissait le patient expirer.
Ça, c'est juste le trigger expiratoire. Deux petites diapos très rapides pour dire que dans certains cas, on peut avoir des asynchronies sur le cyclage. Le patient, par exemple, ici, il expire, il y a une expiration trop précoce. Et là, il faut diminuer le trigger expiratoire pour prolonger un petit peu plus l'expiration. Et à contrario, sur les patients qui ont des cycles beaucoup trop prolongés, il faut penser éventuellement à augmenter le pourcentage de trigger expiratoire. Comme ça, le plateau d'inspiration est plus court. Et je termine, je vous laisse sur cette diapo qui est en fait le troubleshooting un petit peu de toutes les anomalies qu'on peut avoir en aide inspiratoire ou en mode VNI. Je vous remercie.